Bienvenue sur votre podcast dédié à l'art et à ses métiers, La Pause d'Art. Anecdotes, passion, parcours inspirant d'artistes d'ici pour le monde et ceux du monde pour ici. À suivre donc La Pause d'Art. Mais je crois que c'est un peu spécial parce que toute petite déjà, avec les animaux, c'était incroyable. Singes, gorilles, on avait près de la maison. Et ils pouvaient s'en prendre à tout le monde sauf à moi. Et chaque soir, je ramassais des grenouilles et je mettais sur le lit pour dormir. Et le matin, j'ai montré de toutes les couleurs à ma mère. Ouais. Et le matin, je les faisais sortir et je dis bonne journée, vous revenez le soir. Et ils revenaient le soir. Ma mère dit, elle n'en pouvait plus. Elle n'en pouvait plus à la maison. Les mille pattes par-ci, oui. Les grenouilles par-là et les singes qui arrivaient quand ils se déchaînaient. Alors, je ne sais pas. Réellement, honnêtement... Tu explores encore. J'explore. Ouais. Mais est-ce que quand même dans le travail que tu as fait jusqu'à présent, pour me parler que des pointillés, parce qu'après tu développes d'autres... esthétique, mais j'aimerais un peu m'appesantir sur cette première-là, avec laquelle je t'ai connu. Est-ce qu'il n'y a pas quelque part tout ce que tu as connu dans ta vie, c'est-à-dire parce que dès le départ de l'interview, tu nous as parlé de cette enfance où tu as beaucoup travaillé, mais vraiment peut-être beaucoup plus qu'il n'en fallait. Et dans ton travail actuel, du moins dans ce pointillisme-là, on ressent l'acte du travail, c'est-à-dire le faire point par point, tu vois. Est-ce que quelque part, il n'y a pas un lien entre cette vie besogneuse que tu as eue et la besogne qu'on continue à avoir dans ton travail aujourd'hui? Je dirais sans doute. Sans doute, je ne peux pas nier qu'il y ait cette influence-là, oui. Parce que, hormis ça, il fallait montrer aussi... Peut-être que tu es capable de faire quelque chose, ou je ne sais pas trop quoi, mais je crois qu'il y a une certaine influence de cette enfance-là dans le visuel aujourd'hui. Oui. Ce moment-là où tu te retrouves à Douala Art Fair, qui était une fois, aujourd'hui je crois, ça veut être muté en biennale d'art, mais à l'époque c'est une fois qui avait été initiée par une Camerounaise, Diane Audrey Ngako. Et donc après ça, quelles sont les choses qui t'arrivent au niveau de ton métier d'artiste? Mais peut-être avant de répondre, s'il te plaît, il y a une question qui me revient. J'aurais dû te la poser peut-être avant. C'est quand tu étais à l'université, est-ce que tu avais, en tout cas vers la fin, peut-être avant de commencer à produire aussi de manière régulière, est-ce que tu avais quand même un pied dans le monde de l'art, c'est-à-dire aller voir des expositions, discuter avec des artistes, voilà, des choses comme ça? Est-ce que ça t'arrivait déjà quand tu étais à l'université? Bon, aller voir des expositions, pas réellement. C'est vrai, lors de ma première exposition, j'ai rencontré Aliou Moussa, oui, en 2015 à Lotny. Ouais, on a beaucoup sympathisé, on a discuté sur mon travail et il m'a donné des conseils vraiment, ouais. Il m'a beaucoup conseillé et au fur et à mesure, je pense qu'à cette période-là, on mis M. Kanté, c'était le seul référent aussi que j'avais dans le domaine de l'art et aux alentours, les enseignants. Mais aujourd'hui, est-ce qu'avec du recul, c'est vrai que tu es encore à l'université, tu termines presque, tu termines sous peu ta thèse justement. Le mémoire. Le mémoire, autant pour moi, ton mémoire. Est-ce que le fait que ici, chez nous, dans nos universités, qu'il y ait ce fossé entre les artistes et l'espace universitaire, est-ce que ce fossé ne concourt pas peut-être à une sorte de manque dans la formation aussi des universitaires, des étudiants, je veux dire? Parce que toi, tu as eu la chance de rencontrer Alioum, qui t'a donné des conseils, mais je me dis, il y a peut-être d'autres qui n'ont pas cette chance-là. Oui,
Mais je pense qu'il faut déjà savoir ce que tu cherches ou ce que tu attends en allant à l'université. Ouais. D'autre part, juste pour l'université, faire l'université, mais qu'est-ce que tu attends de l'université? Qu'est-ce que tu veux avoir en sortant de là? Alors, partir sur cette question-là, je pense que tu t'orientes différemment des autres. Moi, je savais déjà que l'université ne va pas m'apprendre à être une artiste ou me mettre sur la scène artistique. Non, je n'attendais pas ça de l'université. Je suis allée à l'université apprendre des théories. Je suis allée à l'université rencontrer des professeurs parce que je me disais, bon, tu vas être artiste, mais après, je voudrais bien que des professeurs de l'art écrivent sur mon travail. Donc, j'avais déjà ça en tête. Et je voulais que les enseignants de l'art, comme ça, un jour, mon exposition. Et je voulais un peu plus tard faire une thèse. D'accord. Ouais. Donc, je suis allée à l'université avec ces idées-là. Et je n'attendais pas que ça me propulse dans le domaine réel de l'art. Okay. Oui, donc j'ai fait des cours théoriques, mais à la maison, je travaille énormément, je travaille. Et donc, pour revenir peut-être à la art faire. Oui. Ouais. Donc, cette première édition, c'était vraiment inattendu parce que je pars là, je n'ai aucune idée des prix, je n'ai pas de notion du marché de l'art. Donc, on me renvoie de l'argent, des travaux que j'ai envoyés, mais là, c'était rien. Parce que après ça, il y a un couple qui m'appelle, qui veut venir à Yaoundé pour découvrir mon travail parce qu'ils ont vu des travaux et ils voulaient des travaux ici, c'était déjà acheté. Et donc, ils arrivent. J'étais dans une petite chambre, ça, et celle-ci, elle est grande. J'étais dans une petite chambre, à peine de quoi tu te retournes sur toi. Et donc, oui, et donc, ces gens, ils arrivent là. Je vois cette dame belle comme tout, mon Dieu, avec son mari, dans une magnifique voiture, et ils viennent chez moi. Ils arrivent. Il n'y avait même pas de tabouret. La dame, elle s'est assise sur mon lit comme ça. Et ils ont regardé les travaux. Il y avait une toile que j'étais en train de faire. C'était pas terminé. Ils m'ont demandé le prix de cette toile-là. J'ai dit le prix et ils l'ont pris. On la prend. Mais hormis celle-ci, on voudrait passer une commande. Et ils passent la commande. Je donne le prix et ils valident. Et ils viennent chercher les commandes et ils trouvent d'autres travaux. Ils prennent les travaux et ils me disent, chaque fois que tu as des nouveaux, envoie-nous les photos. Et donc, chaque fois, j'envoyais les photos et chaque fois ils finissent une œuvre, ils les achètent. Immédiatement. J'ai dit, oh là, attention, comment tu fais si tu dois tout acheter et tu n'as plus rien? Et donc, à ce moment, j'ai dit, écoute Lauriane, peut-être ce sera le moment de tout miser sur la peinture et tu souffles un peu niveau commerce. Et donc, j'ai arrêté les commerces parce que ça m'épuisait énormément, le travail du feu, tout ça. J'ai arrêté et je me suis mise là parce que j'avais un peu d'argent, j'ai acheté du matériel, j'en achetais tellement pour ne pas être en manque. Ouais. Et donc, quand j'avais quelques minutes, c'était travail. Yes. Ouais, c'est comme ça. Et donc, le monsieur, à travers lui, je rencontre un de ses amis encore qui passe la commande, il achète des tableaux. Donc, c'était vraiment un truc de chaîne comme ça, là. Et c'est comme ça que j'ai commencé à avoir un carnet d'adresses. Ouais. Et d'être vraiment sur la scène.
Mais au niveau de la monstration même, des expositions, est-ce que tu avais déjà des envies? Est-ce que tu réfléchissais déjà à, OK, j'aimerais avoir une exposition solo ou des choses comme ça? Alors, solo, non, pas pour le moment, mais un collectif, oui. Il disait, il faudrait qu'on voie davantage ton travail. Oui. Et donc, je n'hésitais pas à être dans des événements, peu importe qu'ils soient petits ou grands, je dis d'accord, 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 d'accord. Je ne refusais aucun. Donc, dès qu'on me fait la proposition, allez, je suis partante. Oui. Et mais du coup, il y a cette date importante qui est, en fait, l'une des dates importantes, peut-être importante pour moi parce que c'est là que je fais ta rencontre et celle de ton travail, Douala Art Fair. Mais après ça, quelles sont les choses, d'autres choses importantes qui arrivent au niveau de ton art? Alors, je dirais que après ça, je crois qu'il y a des expositions qui se sont succédées énormément. Mais je crois que ce qui m'a réellement touchée une fois, c'est quand l'ambassade de Suisse me contacte. Et ils me donnent rendez-vous et je vais. Ils me disent qu'ils accueillent les nouveaux ambassadeurs, mais ils aimeraient avoir une exposition, ouais, à la résidence suisse. Et donc là, je suis, oh, mais comment, vous me connaissez comment? J'ai dit, wow. Et donc voilà, c'est comme ça que j'expose là. Ils me payent pour exposer mes œuvres. Oui. Et je vends et ils n'ont pas le pourcentage. Je dis, wow, c'est super. Et c'était vraiment incroyable. Ouais. Et aussi, je pense un autre moment, c'est quand j'ai rencontré une dame, collectionneuse. Oui. Ouais. Et elle a acheté mes travaux chez Anikadi. D'accord. Ouais. Et donc elle me dit, ah Lauriane, ton travail est intéressant, moi je ne sais pas pourquoi, mais je te collectionne. Et je crois que ça va aller plus loin. Et donc on va essayer de booster un peu les choses et voir. Et c'est comme ça qu'elle passe mon contact à des amis, à des familles, et puis ça devient tout un truc comme ça. D'accord. Bah, comme quoi, c'est ta maman qui avait raison, il faut être patiente. Ouais, franchement, elle a raison. Ouais, il faut être patiente, c'est génial. C'est génial. Bon, après, bon, il y a ce... on commence à te connaître sur la scène, surtout avec ce travail qui a été très remarqué. Beaucoup de gens autour de moi en parlaient déjà après Douala Art Fair. Mais toi, comment tu le fais évoluer ce travail? Ce travail, je me dis, c'est une histoire que tu racontes et c'est ton histoire à toi. Tu te construis en tant que personne. Oui. Et dans ce parcours, il y a plusieurs étapes. Alors, comment est-ce que tu donnes tout cela? Je dis, j'entends beaucoup de choses sur mon travail. Il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui n'aiment pas. Il y a des gens qui disent tu es trop propre, il y a des gens qui disent il y a tellement de choses. Mais ce que je pense que les gens oublient, c'est que on ne fait pas de l'art parce qu'on voudrait forcément dire quelque chose ou être dans un courant de pensée précis ou être dans une tendance précise. Moi, je pense que on fait de l'art parce qu'on sent cela. On sent cela. Et de la façon dont on le sent, on le donne de cette façon-là. Et je crois, je pourrais pas, je connais peindre normalement, si on veut dire normalement, comme ça, pinceau, tout ça. Mais ça, c'est pas moi. Je me vois pas, je suis pas bien comme ça. Mais quand je suis, on va dire, en confession avec moi, oui, dans ce pointillisme-là ou dans les traits, ça c'est moi. Parce que
là, tu es plongé dans toi. Oui, parce que je vois qu'au Cameroun, les gens parlent beaucoup des autres. Tu parles des autres, mais pas de toi. Tu regardes les défauts des autres, mais toi, tu n'es pas parfait, personne ne l'est. Et je crois que c'est parce que les gens ne prennent pas le temps de rester avec eux-mêmes. Peut-être parce qu'ils ont peur de rencontrer ce qui est en eux aussi, je me dis. Je sais pas, mais je trouve ça tellement horrible et dommage aussi que tu sois capable de parler des autres, pointer du doigt des autres et sans faire un travail propre sur toi. Parce que s'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est toi, tu as ta part de responsabilité. Ce n'est jamais à 100% la faute de l'autre. Tu as toujours ta part de responsabilité. Alors, pour commencer à arranger les choses, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut commencer par s'arranger soi-même, faire un travail propre sur soi, n'avoir rien à se reprocher par rapport à une situation qui arrive. Moi, je pense, c'est comme ça que moi je conçois les choses. Et donc, je fais ce travail sur moi. J'aimerais que la vie soit comme ça. Alors, je vis de cette façon-là. Donc, ceux qui arrivent dans mon périmètre, soit ils s'adaptent, soit ils vont partir. C'est comme ça. Mais quand on parle d'évolution esthétique, il y a ce pointisme qui a été très marquant dans ton... Et qu'il est encore, parce que quand j'ai dit qu'il a été, c'est comme si tu es passé complètement à autre chose, non? Tu as plutôt augmenté la palette. Mais toujours avec quelque chose de très méditatif, parce que en plus de ces points-là, maintenant tu t'es intéressé à la broderie, au fil, comme tu dis, au trait. C'est pour parler de quoi en fait? C'est pour arriver à quoi ça? Comment ça t'est venu ça? La broderie, c'est... je dirais c'est... je ne sais pas comment on dit. Est-ce que c'est là en fait? Ouais. J'arrive à la broderie quand je travaille avec le docteur Sacco sur un projet avec une université allemande. Donc, je me dis, puisqu'on parle de l'inclusion et tout ça, je me rappelle que ma mère a payé nos études, avait un travail de broderie parce que c'est ce qu'elle a appris à l'école. Et donc, quand mon père est décédé, nous étions à la maison, on n'allait plus à l'école parce qu'il n'y avait pas de moyens. Et tout juste à côté de la maison, il y avait une école. Et le directeur, un jour en passant, il dit, mais pourquoi tes enfants sont à la maison? Et elle dit, non, elle n'a pas les moyens. Il dit, mais je te vois, tu fais de la broderie, tout ça. Elle dit, oui, je fais ça. Il dit, mais ma femme enceinte, elle attend des jumeaux. Est-ce que tu as des paires de draps? Est-ce que tu as la layette pour bébé, tout ça. Elle dit, oui, j'en ai. Et puis, elle sort tout ça. Il prend ce qu'il peut prendre et puis il dit, ah, tu peux envoyer tes enfants à l'école maintenant, ce sera le compte. Ouais. Et donc, quand on parle de l'inclusion, j'ai dit, ah, ça c'est une belle façon pour faire un clin d'œil à cette époque-là qui nous a marqué et surtout par le savoir-faire de moment nous sommes allés à l'école. Et donc, c'est comme ça que le chemin avec la broderie commence. Donc, ce n'est pas juste un médium, c'est ton histoire en fait. Non, c'est pas juste un médium, non. Les gens, quand ils regardent, il faut dire c'est un médium, mais c'est mon histoire. Ouais. Mais j'ai remarqué quelque chose aussi dans ton travail, ou du moins, je ne m'érige pas comme un spécialiste de l'Orient Yoga, mais j'ai remarqué de ce que je connais de ton travail, beaucoup de couleurs, mais tes personnages ne sourient pas. Ouais, ça c'est vrai. Les personnages ne sourient pas et je crois que quelqu'un m'a posé la question. Je suis pourtant quelqu'un de très souriant. C'est ça. Ouais. C'est ce contraste-là qui est... Oui, mais on sourit pas parce que c'est ça qui est à l'intérieur, non. Ouais. Je pense que je souris parce que je veux mettre la personne qui est en face bien. Ouais.
Parce que tu penses à l'autre. Ouais, je me suis toujours souciée de l'autre plus qu'à ma propre personne. Et je crois que ça, ouais, 2020, j'ai rencontré une dame. Elle m'a dit, mais Lauriane, arrête. Une Française, Maria, je crois que c'est ma deuxième maman. Ouais. Elle m'a dit, écoute, arrête. Tu dois apprendre à dire non. Tu ne peux pas être comme ça. Apprends à dire non et à poser les limites. Et c'est là que j'ai commencé à dire non. Donc, quand je regarde vraiment la vie autour de moi, je ne vois pas réellement ce qui pourrait me donner vraiment envie de sourire ou de rire vraiment aux éclats. Ouais. Parce que la vie telle que je la conçois et telle que je la vois, je trouve que les hommes en font vraiment un gâchis pas possible. Et je suis tout le temps, quand je travaille, plongée dans une sorte de mélancolie. Il faut savoir pourquoi, je ne sais pas. Mais ça se perçoit justement dans ces visages-là. Il y a une sorte d'apesanteur et de mélancolie qui transpire de ça, je trouve. Je crois que c'est tout moi, ça. Ouais. Je perçois le monde d'une façon, on va dire quoi, légère. Si on peut dire ça comme ça. Ouais, on peut dire ça comme ça, légère. La pause d'art. J'aimerais aussi que tu me parles peut-être de ton process parce que est-ce que quand toi tu travailles, tu rentres dans comment je vais dire, dans une thématique ou bien tu fais comment je vais dire, des travaux plus ou moins uniques, quoi. C'est-à-dire tu as une idée, tu la matérialises sur un tableau ou bien tu rentres dans une série, tu dis que je vais explorer telle thématique, voilà. Non, je travaille pas. Je travaille rarement sur des séries. Ouais. Moi, puisque j'ai pas sur l'idée, et l'idée, elle me procure une émotion, et je pense plus que c'est cette émotion-là que j'essaie de retranscrire. D'accord. Ouais, ça. D'accord. Et du coup, chaque tableau, ça s'appelle la matérialisation d'une idée. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais dis-moi, mais quel est ton processus? C'est-à-dire, quand justement tu as l'idée, comment tu quittes de l'idée à cette matérialisation graphique-là? Alors, moi, je conçois, on va dire tout, peut-être tout dans la tête. Oui, quand j'ai une idée, je l'explore d'abord dans la tête. Des possibilités en termes de... Les possibilités picturales sont dans la tête. Et donc, parfois, avant de me lancer sur le tableau, j'ai même déjà l'idée finie. Ouais. Et donc, c'est vrai qu'en travaillant, il y a des éléments qui peuvent s'ajouter. Ouais. C'est vraiment une sorte de discussion. Et parfois, il y a des choses qui arrivent, je n'ai pas prémédité, peut-être tel élément que j'apporte, mais je sens que ça doit être là, et puis je le mets. Et les choix de couleurs sont vraiment aléatoires, je ne fais pas de composition. Je regarde le tableau, je dis, ok, bon, je prends peut-être du vert, après je commence avec du vert, après c'est plus du vert qui... Voilà. Donc il y a une grosse réflexion en amont, mais il y a quand même aussi une partie importante que tu laisses, si je puis dire, une sorte d'improvisation. Ouais. Comme ça, tu respectes ce que tu es en train de faire au moment de le faire et non pas de dire, je vais juste reproduire ce que j'ai en tête fidèlement. Jamais. Il y a une part de hasard. Tu as déjà le tableau fini, mais c'est que à 60%, ce sera ça. Oui, ce sera ça. Concernant les tonalités de couleurs, ça c'est jamais, presque jamais cela.
Oui, parce qu'il y a des couleurs qui se composent juste là pour une partie précise. Oui. Mais aujourd'hui, au niveau où tu en es dans ton travail, Lauriane, quels sont tes peurs, quels sont tes doutes dans ce que tu fais actuellement en tant qu'artiste? J'ai peur d'une chose, mais en tant qu'artiste, non, j'ai pas peur. Non. Je dirais pas que j'ai une peur précise en ce qui concerne l'art. Même pas du marché de l'art? Non, même pas du marché de l'art. Mais est-ce qu'aujourd'hui tu estimes que tu es, je dirais peut-être une question un peu prétentieuse, mais je te la pose parce que voilà, on est entre nous, mais est-ce que tu penses que tu as ce qu'il faut pour le marché de l'art? Quand je dis ce qu'il faut, c'est pas juste les travaux, mais c'est aussi la psychologie de cet espace-là. Moi, je pense que je suis Lauriane et s'il y a un marché de l'art, il doit s'adapter à ce que je propose. Alors, je ne ferai pas des tableaux pour courir derrière un marché précis. Je fais des propositions qui ont des rendez-vous. Et quand ils vont avoir ces rendez-vous-là, ils vont trouver des âmes, parce que moi je dis ça, je ne peins pas pour des hommes, non. Je peins pour des âmes. Ouais. Et quand un tableau sera en harmonie avec une âme, ce sera un rendez-vous. Et voilà, le marché de l'art, si je me retrouve dans le marché de l'art, c'est parce que peut-être ils ont voulu que je sois là-dedans, mais je ne vais pas peindre pour le marché de l'art, non. D'accord, super. Et je voudrais savoir aussi, avoir ton sentiment surtout sur ce qui se fait aujourd'hui autour de toi en tant que production artistique. Quel regard tu portes sur l'univers national ou du continent? Quand je dis continent, je parle du Cameroun parce que maintenant c'est défini comme un continent. Comment tu regardes ça? Toi qui as eu surtout aussi qui a bénéficié de toutes ces théories qu'on enseigne à l'université et aujourd'hui tu as vraiment le pied dans la pratique de ce qui se fait. Comment tu, à la lumière de ces expériences qui sont les tiennes, la théorie de la pratique, comment tu peux analyser aujourd'hui cet espace national? Je dirais que je crois qu'en observant, je suis bien contente d'être dans mon coin comme ça. Ouais, je suis chaque jour un peu plus heureuse d'être dans mon coin. De ne pas être dans cette course permanente de démonstration de quoi que ce soit, ou d'être dans les galeries et tout ça. Moi, je pense que beaucoup de personnes se perdent et ils ont raison de se perdre parce que je pense qu'au départ, on n'a pas posé les bonnes questions. Tu peux être technicien de l'art et à côté, tu vas être artiste. Alors, dès lors que tu fais un choix, si tu choisis d'être technicien de l'art, c'est clair que tu seras dans une sorte de compétition infinie parce que tu seras en permanence en train de vouloir démontrer quelque chose. Mais toi qui choisis d'être artiste, t'as pas ces préoccupations-là d'être dans un marché de l'art, d'être dans une galerie parce qu'en fait, ton être t'impose une certaine direction à prendre qui n'obéit pas à ces normes que les hommes s'imposent eux-mêmes. Oui, le voyage et les préoccupations sont ailleurs. Oui, ils sont vraiment ailleurs. Et je pense que quand tu fais ce choix d'être artiste, tu es plus dans la quête d'une plénitude. D'accord. Mais est-ce que
est-ce que ça ne serait pas aussi... Est-ce que ça peut pas être perçu comme se retirer de la société? Non, on ne se retire pas de la société, mais on dit les choses autrement. Vous voyez, c'est pas parce que je ne dis pas « Ah oui, voilà, la guerre, je parle de la guerre de Bamenda » que dans mon travail, je parle pas de cette possibilité. Déjà, quand on regarde mon travail, c'est clair qu'il y a des choses qui ne vont pas dans mon entourage, dans mon environnement, parce que déjà, je ne peins pas des scènes guerre. Mais il y a ces côtés où c'est tellement coloré, parce que j'y crois encore, malgré que les choses ne donnent pas. J'y crois en l'être humain, je crois que les gens peuvent changer et que le pays demain peut aller mieux. Il y a cette façon-là, tu peux choisir de dire les choses objectivement comme ça, de telle sorte qu'on les perçoive du premier coup d'œil, ou tu peux choisir d'utiliser une certaine poésie pour dire sans toutefois mettre le pied réellement dessus, sans toutefois blesser la sensibilité des uns et des autres, mais amener les gens à comprendre d'une autre façon. Ouais. À suivre donc la pause d'art. Merci à vous d'être si nombreux à nous écouter. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour aller à la découverte d'une histoire intimement liée à l'art. La pause d'art est une idée d'Yvon Gassam. Voix off, Solange Nembe. Musique, Tumo. Mixage, Ralin Gangmo. Réalisation, Yvon Gassam. La pause d'art est un podcast produit par African Entertainment avec le soutien du laboratoire de théâtre de Yaoundé, Otni et de Satek Records.